On a tous connu cette situation. Tu te balades sur Netflix, tu lances une série, tu regardes 1, 2, 3, 8 épisodes d'affilée, et une fois la saison terminée, tu n'as qu'une seule hâte, c'est de savoir quand la prochaine saison sortira. Sauf que ça n'arrivera jamais. Ça fait bientôt 12 ans que Netflix a commencé à produire ses propres programmes. Et on peut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'on a aujourd'hui plus de 3700 Netflix Originals. Plus de la moitié du catalogue de la plateforme est produite directement par Netflix. Sauf qu'avec cette explosion du nombre de productions, on a aussi une explosion des annulations. Rien qu'en 2023, si on regarde uniquement les programmes américains, tous médias confondus, c'est 112 productions qui ont été annulées. Et sans surprise, c'est Netflix qui est à la première place du podium, loin devant les autres plateformes. C'est simple, ils annulent littéralement 3 fois plus de séries que leurs concurrents. Mais comment ça se fait qu'autant de programmes, parfois même des bons programmes avec de bonnes critiques et une communauté de fans, soient annulés du jour au lendemain? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Avec plus de 3700 programmes produits en à peine plus de 10 ans, Netflix est devenu un géant du divertissement et se place loin devant les autres plateformes et chaînes de télé traditionnelles. La stratégie est simple, produire le plus de choses possible et garder uniquement ce qui marche. Là où un média classique va investir dans un épisode pilote et financer uniquement les séries qu'il pense viables sur du long voire du très long terme, chez Netflix on a une approche assez différente. Ils produisent tout ce qu'ils peuvent en finançant directement une saison complète et voient comment leurs abonnés réagissent au programme et décident de renouveler uniquement ceux qui ont le plus de succès. Sauf que pour Netflix, le succès ne se compte pas en nombre de vues ou en qualité de programme. Enfin, pas seulement. Netflix, c'est avant tout une société de données. Elle récolte énormément d'informations sur ce que regardent ses abonnés et base tous ses choix sur des stats. Et une des données les plus importantes, c'est le taux d'achèvement. En termes simples, c'est le pourcentage de spectateurs qui regardent la série du début à la fin. Pas le nombre, le pourcentage. Prenons par exemple 2 séries. La série A attire un nombre correct de spectateurs, disons 2 millions, rien de bien extraordinaire, mais 1,5 million d'abonnés vont au bout des 8 épisodes de la saison. La série B, quant à elle, bénéficie d'une énorme hype au démarrage, elle attire un nombre extraordinaire de spectateurs à son lancement, disons 10 millions. Mais seulement 4 millions terminent réellement la saison. Et bien même si plus de gens ont terminé la série B que la série A, le fait que la série B ait perdu un grand nombre d'abonnés au fur et à mesure de la saison, fait que la série A a plus de chances d'être renouvelée. Il n'y a bien sûr pas d'informations officielles sur le taux d'achèvement minimum à atteindre, mais en regardant ce que Netflix annule et ce qu'il renouvelle, il semblerait que ce soit un minimum de 50%. Petite subtilité dont je n'ai pas encore parlé, dès la sortie d'un programme, une course contre la montre démarre pour déterminer le sort de la série. Elle a 28 jours pour faire ses preuves avant que le taux d'achèvement et le nombre de vues ne soient comptabilisés. Mais évidemment, c'est loin d'être suffisant pour décider, ou non, de dépenser à nouveau des millions de dollars dans une nouvelle saison. Oui, parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent impacter ces résultats. Est-ce que la série a eu beaucoup de pubs? À quelle période est-ce qu'elle est sortie? Est-ce qu'il y avait beaucoup de concurrence? Bref, tout un tas de facteurs qui ont obligé Netflix à trouver d'autres critères à étudier. Et c'est là qu'arrive l'AVS pour Adjusted View Per Share. En gros, c'est un score qui compare la popularité d'une série par rapport au catalogue global de Netflix. L'idée, c'est de trouver les programmes qui attirent les spectateurs sur la plateforme, que ce soit des nouveaux qui arrivent ou des anciens qui reviennent. C'est pour ça que chez Netflix, toutes les vues ne se valent pas. Désolé de te le dire, mais si tu es un utilisateur régulier de la plateforme, tu as moins de valeur pour Netflix. L'AVS donne plus de poids aux nouveaux abonnés et à ceux qui utilisent le moins fréquemment la plateforme, car il représente une croissance potentielle de l'audience et de la fidélité à Netflix. Ils peuvent ensuite utiliser cette donnée pour déterminer l'efficacité d'une série, en évaluant combien elle a motivé d'abonnements par rapport à son coût de production. C'est ce que l'on appelle la valeur d'impact. Pour faire simple, combien le programme rapporte à Netflix par rapport à ce qu'il lui a coûté. Du coup, ça veut dire aussi que plus une série coûte cher, plus il faudra qu'elle atteigne des performances astronomiques pour espérer survivre une saison de plus, rendant la tâche quasi impossible pour certaines productions avec beaucoup d'effets spéciaux. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des programmes comme Shadow and Bone ou Lock and Co qui réalisent de bonnes performances avec des super retours positifs mais qui sont quand même annulés. A l'inverse, il y a parfois de très bonnes surprises pour Netflix avec des programmes comme Squid Game qui a coûté seulement 20 millions pour une valeur d'impact de 890 millions. Sauf que tous ces critères ont un problème, les spectateurs ne sont pas des stats. Même si ce mode de fonctionnement a semblé assez efficace pendant des années, il atteint maintenant ses limites et ne semble plus si pertinent aujourd'hui. Avec la multiplication des services de streaming et la production en masse des programmes, les habitudes de consommation sont en train de changer et la manière dont nous consommons les séries est maintenant aussi importante que le contenu lui-même. Par exemple, je parlais tout à l'heure du taux d'achèvement qui est mesuré un mois après la sortie du programme. Sauf que quand tu es abonné à Netflix, Disney+, Prime Video, tu as énormément de programmes différents disponibles. Et si tu as une vie en dehors de ton salon, tu n'as peut-être juste pas eu le temps de consacrer 8 heures à une série, même si tu l'adores. Avec les critères actuels, si tu n'as eu le temps de regarder que 2 ou 3 épisodes, c'est pire que si tu n'avais rien regardé du tout. Et quelque part, ça te rend responsable en partie de l'annulation de la série. Et cette incertitude permanente sur l'avenir d'un nouveau programme est en train de changer le comportement des spectateurs.
Aujourd'hui, plus d'un Américain sur 4 préfère attendre l'annonce du renouvellement ou la fin d'une série avant de commencer à la regarder, pour ne pas investir du temps dans un programme qui n'aura jamais de fin. On est donc dans un cercle vicieux où la plateforme attend de voir si ses abonnés regardent un programme pour le renouveler, et où ses abonnés attendent de voir si le programme est renouvelé pour le regarder. Le risque si rien ne change, c'est que les différentes plateformes ne se basent plus que sur ce qui a marché par le passé pour produire de nouveaux programmes, rendant impossible le financement de contenus vraiment originaux et n'engendrant que la production de copies des mêmes programmes. Parce que oui, comme toute société, les plateformes de streaming visent avant tout la rentabilité. Et c'est normal. Et avec un abonnement qui donne accès à tout le catalogue, le seul moyen de gagner plus d'argent, c'est d'avoir plus d'abonnés ou de faire payer plus ses abonnés. C'est pour ça qu'en ce moment, on voit se multiplier les offres avec publicité, la fin du partage de comptes et l'augmentation du prix des abonnements. Et c'est d'autant plus difficile pour Netflix qui est implanté depuis tellement longtemps et a un nombre de clients déjà tellement énorme qu'il devient très difficile pour la plateforme d'acquérir de nouveaux abonnés ou même de maintenir son nombre d'abonnés. Surtout quand on est en face de plus en plus de plateformes concurrentes qui proposent des programmes de qualité. Même si Netflix est toujours leader sur le marché, la guerre des plateformes bat son plein. Dans un sondage récent, alors que 41% des gens ne se voyaient pas se passer de Netflix en 2021, ils ne sont en 2023 plus que 27%. Et la satisfaction des abonnés décline elle aussi d'année en année. Il y a donc de grandes chances que leur stratégie de contenu évolue dans les prochaines années pour s'adapter à la fois aux nouveaux modes de consommation des spectateurs et à la multiplication des concurrents. Et ça va passer, je pense, par le fait de remettre en avant les vrais gens plutôt que les stats, et trouver un équilibre entre les analyses financières et les critiques des spectateurs. On voit déjà que les studios commencent à vraiment prendre conscience de l'impact des communautés et ça permet parfois de sauver un programme. Par exemple, Warrior Nun, une série qui a été annulée après 2 saisons, mais qui a pu être sauvée grâce à la mobilisation des fans et qui devrait maintenant avoir droit à 3 films pour continuer l'aventure. Bref, on est en ce moment à un tournant dans l'industrie du streaming et du divertissement, et on verra ce que nous réservent les plateformes dans les années à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis sur les plateformes et les programmes que tu rêverais de voir revenir à l'écran. N'oublie pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.